Bonjour à tous, bienvenue sur Frank Anime World. Aujourd'hui, on va parler musique avec Jean-Marc Anthony. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va déménager. Poké déménager. Moi, j'aime bien ça. On y va, c'est parti, let's go! Hey! Et oui, aujourd'hui, les amis, on est avec Jean-Marc Anthony Cabella. Bonjour Jean-Marc. Bonjour, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ah, génial, mais moi aussi, toujours. Mais comme toujours. Avec toi, c'est fantastique. Paradis. Cet homme a toujours la pêche. C'est ça qui est vraiment fou. Je te vois le matin, le midi, le soir. Tu as toujours le sourire, tu es toujours de bonne humeur. Mais c'est parce que je te vois matin, midi et soir. Je suis quoi, ton cachet d'aspirine, c'est ça que tu as envie de dire? En fait, on ne vous le dit pas, mais je devrais être remboursé par la sécurité sociale. Voilà, je procure du bonheur. Incroyable, incroyable. Mais incroyable. non, mais c'est pas moi qui procure du bonheur, c'est Jean-Marc Anthony. Quand tu es sur scène, quand on te voit en dédicace, tu es toujours la joie de vivre. Et quand on voit la mine, en tout cas réjouie des personnes, du public qui sont là, on se dit, mais ce mec est quand même incroyable, incroyable. Mais merci pour tout ce que tu apportes. Mais avec plaisir, avec plaisir. T'es vraiment top. Pour ceux qui ne le savent pas, qui n'ont toujours pas compris de quoi on parle, Jean-Marc Anthony Cabella, tu es chanteur. Je suis chanteur. Et ça depuis très longtemps. Depuis très longtemps. On peut dire que tu es tombé dedans quand tu étais petit? On peut dire ça, on peut dire ça, ouais. On peut dire ça. Même si je viens d'une famille où le métier d'artiste, entre guillemets... Ah oui, non. Tu sais ce que c'est, les alléluia du direct? Les alléluia du direct. T'inquiète pas. J'espère que tu es mal. Comment créer un décès en quelques secondes? Mais c'est bien, tout est filmé. On a l'épreuve. Mais j'ai bien aimé la petite danse en passant. Tout sera retenu contre toi. Je suis ready. On y va, je suis ready. Vraiment, depuis tout petit, tu chantes? Et je chante depuis passion. Oui, après, même si je viens d'une famille où tous les métiers artistiques ne sont pas de véritables métiers, dans la famille, tout le monde chante. Tout le monde chante, tout le monde danse, mais après, il faut avoir un vrai métier. Pourquoi? C'est quelque chose qu'on t'a reproché quand tu étais plus jeune? C'est-à-dire que ce métier de chanteur n'est pas forcément un vrai métier, comme on pourrait dire un banquier, un comptable, voilà, avec ce degré de stabilité? On va dire qu'on n'a pas eu le temps de me le reprocher, dans le sens où j'ai commencé avec la danse, le break, à faire des spectacles, etc., mais j'étais encore à l'école. Donc ça faisait du bien à tout le monde que oui, c'est les petites activités, etc. Mais plus tard, il va continuer les études, etc. Et puis, il y a eu des spectacles de plus en plus importants. Et puis, il y a eu le moment où les études, on passe au niveau supérieur. Et donc là, la question se pose, est-ce que tu vas continuer ou pas? Et en fait, je suis parti dans la formation d'infirmier, en fait. Donc du coup, ça a calmé tout le monde. Et puis j'ai commencé mon métier aussi, donc ça a commencé. J'étais rentré dans le dans le moule. Dans le moule. Et puis le métier, c'était pas ce que j'attendais. Donc la musique est revenue me chercher et je suis passé à la télé. Ah. Et là, du coup, c'est passé très bien. Crème. ça déclenche tout, quoi. Ouais. Mais c'est étonnant parce que, tu vois, tu me dis, oui, j'ai fait des études d'infirmier. Oui. Tu vois, Jean-Paul Césari, chanteur de Nicky Larson, qui a travaillé dans sa jeunesse dans la sécurité sociale. Ouais. Donc, c'est ça qui est quand même assez étonnant et assez fou, c'est qu'en définitive, il y a des carrières, est-ce qu'elles sont prédestinées? On n'en sait rien. Mais en tout cas, il y a aussi des passages qui n'ont strictement rien à voir avec la musique, et c'est intéressant en tout cas. Oui. Et en même temps, le métier d'infirmier tel que moi je le pensais et tel que je l'ai appris au cours, il y a quelque chose par rapport au rapport avec les gens qui est c'est pas la même chose, mais il y a une petite similarité, c'est que ce qui m'intéressait le plus, c'était le rapport aux gens. C'est cette dimension humaine. C'est ça. Humaine et sociale. Tout à fait, exactement. Outre le côté médical, mais bien sûr. Humaine et sociale. Voilà. Ce qui ne m'étonne pas, parce que forcément, j'ai la chance de te voir maintenant depuis quelques années, et j'ai pu apprécier, ta façon d'être, en tout cas, je le disais
sur le ton de la rigolade en début de vidéo, mais là vraiment très sérieusement, j'ai pu en tout cas, au-delà de l'artiste, au-delà du chanteur, j'ai pu vraiment au fil du temps apprécier l'homme et apprécier en tout cas sa manière d'être et son comportement vis-à-vis du public et beaucoup en tout cas d'artistes, heureusement que je croise, sont comme ça. Toi tu amènes vraiment complètement cette dimension humaine, tu as un sens du public, tu as le sens des personnes, tu as le sens du détail, tu as le sens de l'autre et le souci de l'autre et c'est quand même assez rare parce que on pourrait dire, allez, un artiste peut avoir facilement peut-être la grosse tête, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, toi, je sais que tu es resté hyper proche des gens, hyper proche de ton public, et on le voit d'ailleurs quand tu es en séance de dédicace, il démarre le matin, il s'arrête le soir, mais en fait, des fois même, il ne mange pas entre midi et deux, mais il ne s'arrête pas. Il prend le temps nécessaire avec chaque personne et il est encore en séance de dédicace jusqu'à la fin. Et s'il faut finir tard, ben, il est encore là et il termine. Et le plus important, et c'est ce que je disais au début de la vidéo, il le termine avec le sourire, quoi. C'est-à-dire qu'il ne finit pas la journée en se disant et en soufflant. Donc c'est ça vraiment que je salue aujourd'hui parce que tu es vraiment une personne quand même assez incroyable d'un point de vue humain. Et j'adore ta manière d'être avec les autres et l'attention que tu peux porter aux autres. C'est quelque chose que j'adore chez toi, quoi. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Le talent de chanteur, enfin de chanteur, oui. Tu essaies de chanter, ouais, c'est pas mal. Non, non, vraiment. Je me disais bien que le pot allait arriver. Voilà. Allez, vas-y, t'as été magnifique. Allez, dis-la ta saloperie, vas-y, allez. C'était bien, franchement, c'était bien. Vraiment, en tout cas, merci pour tout ce que tu fais pour tout le public. Je crois qu'ils te le rendent aussi très, oui, très bien. Ils me le rendent je crois vraiment. que c'est une alchimie bien sûr, incroyable. Bien sûr. L'un ne peut pas se faire sans l'autre. L'un ne peut pas se faire sans l'autre. De toute façon. Mais vraiment bravo, parce que je trouve que ton comportement devrait être un peu plus connu, mais on le sait déjà entre nous, mais mériterait vraiment d'être encore plus connu que ça, parce que c'est vraiment exemplaire. Bravo. Merci beaucoup, merci. Waouh. On passe à la suite des questions. On passe à la suite des questions. Écoute, j'en ai plein, j'en ai à peu près 694. Oh bien. Donc du coup, on va peut-être enlever la 583e. C'est quoi? Voilà. Comment on fait, tu sais, le truc sauvez-moi? J'ai pas mis la pancarte help me, sauvez-moi. Je l'ai pas mis. Écoute, on ne peut pas forcément parler de toi en tant que chanteur sans évoquer, bien sûr, Pokémon. On va être obligé de l'évoquer un petit peu, même si après on va passer sur des questions un peu plus larges. Pokémon, c'est quand même une aventure assez folle. C'est extraordinaire, vraiment. Je sais que tu as une anecdote, en tout cas, assez incroyable, parce que comment ça a démarré? Ça a démarré dans un petit studio. Ouais. Quelqu'un est venu taper à la porte, ou même pas, il est rentré directement. Il est rentré directement. Je te laisse nous expliquer, parce que ça, c'est vraiment formidable comme histoire. Mais oui, en fait, je travaillais au studio Dame Blanche, le studio où sont passés les doublages et où on a fait les albums Pokémon, en tout cas les 10 premiers, enfin les premiers albums Pokémon et les 10 premiers génériques. Et en fait, j'avais vu l'affiche qui demandait... pour l'audition en fait, l'audition Pokémon, auquel j'ai pas participé parce que ça m'intéressait pas, parce que Pokémon ça n'existait pas en fait. Pokémon ça me disait rien. Qu'est-ce que c'est que ce mot bizarre? Mais oui, tout à fait. Et donc, de quoi on parle? Et moi je travaillais sur mon projet, donc j'étais plus focalisé sur mon projet et donc j'étais dans mon petit studio, une petite alcôve où quand on commence à travailler, on appuie sur un petit bouton, il y a une lumière rouge qui s'allume à l'extérieur. Donc du coup, il n'y a personne qui rentre. La seule personne qui peut se permettre de rentrer, c'est le patron. Et donc je suis là, je suis occupé à travailler. Il me restait 1 heure de crédit et j'avais pour 6 heures de travail. Donc j'étais un peu dans le rush. Et la porte s'ouvre et c'est pas le patron, mais c'est un gars qui rentre et il rentre comme un patron en fait. Je ne connais pas cette personne. Mais je connais pas. Mais la manière dont il rentre, cette espèce d'assurance et d'importance, oui. On lui dit pas, qu'est-ce que tu fais? On dit, oui, que puis-je faire pour vous? Mais dans ta tête, tu te dis, tiens, c'est bizarre, c'est quelqu'un qui, à mon avis, doit être important. Ah, de toute façon. Pour faire ça comme ça, c'est quand même curieux. Exactement. Et c'est pour ça, justement, que je lui parle avec révérence, pardon. Tact et distance et exactement. Et il commence à me parler, mais
il a un accent québécois coupé au couteau. Je comprends rien à ce qu'il me dit. Je comprends rien à ce qu'il me dit, mais j'entends Pokémon. Ça oui, je l'entends, mais moi, Pokémon, ça n'existe pas, donc je ne sais même pas ce que ça veut dire. Et j'essaye de lui expliquer. J'essaye de lui expliquer qu'en fait, je dois travailler. j'ai pas énormément de temps, etc. Et donc, gentiment, parce que je sais que c'est quelqu'un d'important, donc je lui dis qu'il devrait peut-être prendre la porte. J'essaye en tout cas, mais il ne comprend pas, ou il ne veut pas comprendre, et il m'explique. Pokémon. Mais en fait, Pokémon, maintenant on connaît Pokémon, c'est évident. Donc, mais imaginez-vous quelqu'un qui arrive quand vous êtes pressé et qui vous explique Pokémon. Donc, c'est des petites bêtes qu'on enferme dans des petites boules, et puis on jette la boule, et puis ils sortent, et puis ils font des combats. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est ça, mais c'est le truc où c'est pas possible. Et en fait, il me demande d'écouter ce que je fais. Et donc, je mets le premier couplet, et puis on arrive au refrain, donc j'arrête. Je dis non, mais laisse continuer. Donc, je mets le refrain. Et toi, tu regardes l'horloge en même temps. Mais oui, moi, je vois les trucs. Mais oui. Et donc, en plus, on arrive au refrain, donc on arrive au deuxième couplet. Et ça va, il a entendu le premier, c'est bon. Non, et pour finir, on va jusqu'au bout de la chanson. Et puis, ça commence un petit peu à monter, etc. Et puis, il y a un moment où il sent quand même. Alors, il me dit, mais oui, je vais vous laisser travailler, mais en fait, est-ce que ça vous intéresserait de faire une audition? Parce que là, moi, je suis occupé à faire une audition, mais en fait, et moi, je connais les gens qui ont été faire l'audition, c'est des super chanteurs. C'est juste que par rapport à ce que lui cherchait, ben voilà, ça ne correspondait pas. C'est la question que j'allais te poser, c'est-à-dire, il s'est permis de rentrer comme ça. Oui. C'est-à-dire, parce que de l'extérieur, est-ce qu'on entend la personne qui est... D'accord. Donc ça veut dire la musique, et d'ailleurs, est-ce que tu as eu le fin mot de l'histoire par rapport à ça? Donc, c'est qu'il a vraiment entendu ton timbre de voix de l'extérieur, et par rapport à ce qu'il cherchait, il s'est dit, ah tiens, c'est peut-être quelque chose... C'est comme ça que c'était dans sa tête, du moins, si tu as eu l'info après, bien après? En fait, dans sa tête, ce qui s'est passé, c'est qu'il a entendu de la musique. Il a entendu de la musique et visiblement, il y avait une voix, etc. Et donc, il est rentré par curiosité et parce que monsieur est chez lui, partout en où général, il va. Chez soi, on fait comme on veut. C'est ça. Donc il y a quand même une grosse part de hasard finalement. Enfin, moi je ne crois pas vraiment au hasard, mais il y a carrément il y a un truc de l'histoire s'est construite, en fait. Voilà, c'est écrite et construite comme ça. Exactement. Okay. Et finalement, quand il m'a expliqué cette histoire d'audition, moi je lui ai dit oui, je veux bien faire l'audition en me disant il va s'en aller. Et donc je dis oui, je veux bien faire l'audition. Et en fait, il dit ah bah alors, et il s'installe. Et il commence à rentrer plus profondément dans l'histoire de Pokémon en fait. Et donc c'est le truc où tu t'es dit mais non, ça va pas. Et là, c'est vrai que la patience, elle s'en va. et qu'on devient un petit peu plus sec, etc. Mais tout en restant poli, etc. En mettant les formes. Et donc il décide de s'en aller quand même. Et il va voir le Big Boss. Et il lui demande en fait qui je suis. Et on lui explique un peu qui je suis. Et puis il demande d'écouter, parce que j'avais déjà fait des génériques. Et donc le Big Boss lui fait écouter ce que tu avais déjà fait. Ce que j'avais déjà fait. Et il dit mais en fait c'est ce genre de voix que j'ai besoin. Oui, il avait vraiment une idée bien en tête. Oui, c'est ça. Et donc il dit au Big Boss, alors on va le prendre lui. Puis le Big Boss lui dit mais il faudrait peut-être qu'on lui demande. Éventuellement. Puis le Big Boss est descendu et oui, j'ai dit oui, sans savoir en fait, je dis juste oui parce que c'est du boulot, que je fais des génériques, puis là on me propose un générique, donc j'ai dit oui, donc voilà. Mais après, l'aventure de la première saison, elle a été fabuleuse. On a fait l'album, donc en fait on est resté 2 semaines enfermés, entre guillemets. Oui. À travailler avec toute une équipe de chanteurs, avec les comédiens de doublage étaient de l'autre côté, et donc il y a eu une espèce d'énergie qui était juste fabuleuse. Et une petite famille. Exactement. Et d'ailleurs, c'est la première fois, et la seule, où après, une fois que c'était fini, on a fait une fête avec les comédiens de doublage, avec les chanteurs et les arrangeurs et tout, on était tous là, et c'était génial. Excellent. Ouais. Du coup, après, on va continuer sur Pokémon. Tu es parti, bien sûr, pour quasiment 11 saisons.
J'ai fait les 10 premières saisons. Voilà, les 10 premières. Les 10 premières. Et puis ils m'ont rappelé pour la 17e. 17, voilà, c'est ça. Parce que c'était un peu un... par rapport à la première, il y avait un petit clin d'œil. Et voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le contrat était au studio Dame Blanche. Et il est passé... après 10 ans, ils ont changé. Ouais. Voilà. Et donc, chaque studio a un petit peu... ses chanteurs, son écurie de chanteurs, etc. Donc, et le 11e générique, c'était une fille qui chantait. Oui. Et donc de toute façon, c'était pas pour moi. Donc il y a une fille qui a chanté. Et en fait, pour la 12e saison, ils m'ont appelé. Mais seulement, je n'étais pas libre. Et en fait, il n'y a pas vraiment de star system. Oui. On t'appelle parce qu'il y a des impératifs, il y a une date et donc voilà, le studio il y a un calendrier, à cette date-là et on doit terminer absolument t'es là, t'es pas là. Et donc on travaille avec quelqu'un d'autre. Il avance. C'est ça. Et il n'y a pas de malaise. Je veux dire, on ne se dit pas, c'est juste comme ça. Il n'y a pas de vexation, de frustration, de choses comme ça. On peut être frustré en se disant, oh j'aurais bien aimé, etc. Comme par exemple, je reste frustré pour le Poké Rap 2, que j'adore mais que je n'ai pas fait. Mais bon, c'est comme ça, je n'étais pas libre, mais voilà, ils ont pris d'autres chanteurs et puis voilà, c'est tout. Et il n'y a pas de souci, c'est comme ça. Bon, après, le truc qui est dommage, et en même temps on le sait, c'est que forcément, ils appellent quelqu'un d'autre, et si ça fonctionne, ils vont continuer avec cette personne-là. Oui. Et voilà. Mais bon, j'ai fait 10 saisons, enfin, c'est déjà exceptionnel. C'est déjà incroyable. Ouais. Sans trahir le secret, ton générique Pokémon préféré, Johto? Oui, Johto, c'est mon préféré. On est bon, c'est bien celui-là. Ok. Si je dis là, pareil, sans trahir le secret, ton Pokémon préféré, normalement... Oui, tu l'as sur la casquette. Normalement, c'est Dracofeu. C'est Dracofeu. Si ça n'a pas changé depuis. Ça n'a pas changé depuis. Mais en fait, moi, ce qui m'a plu chez Dracofeu, c'était le premier Pokémon, saison 1 forcément, où ils ont été si loin en fait dans la psychologie. Il y en a eu d'autres après, mais c'était le premier. Ça a été travaillé. Ouais, vraiment, du petit salamèche qui est tout gentil, qui obéit, qui fait de son mieux pour être bien, etc. On arrive à Reptincelle qui a des petits soucis, il risque de perdre sa flamme, il est un peu plus difficile. L'ado. Ce que j'allais te dire, l'adolescence. L'ado. Exactement. Oui. Et puis après, il devient cette espèce de colosse, il obéit pas, il fume sa chat, il ne veut pas. On l'appelle, il dort, il veut pas, il en a rien à carre, enfin voilà. Et je trouvais ça juste génial. Après, on apprend qu'en fait, il a été maltraité, il est traumatisé, et en fait, c'est une protection en fait. Et il devient quand même ami avec Sacha après, ils deviennent une team de la mort. Et puis il y a le moment de la séparation qui est assez... oui. Sortez les mouchoirs. Oui, tout à fait. Promis, je ne pleurerai pas. Mais t'avais dit que... Laissez-moi. Non mais j'ai une poussière dans l'œil. Oui, alors c'est une grosse poussière, hein. C'est un parpaing que tu as dans l'œil. C'est plus une poussière à ce niveau-là. C'est la chaleur, mes yeux transpirent. Alors cette aventure Pokémon, bien sûr, il n'y a pas eu que Pokémon. Tu nous as offert quand même de super génériques. Les Tortues Ninja, version, c'était 2003, ouais, c'est ça. Yu-Gi-Oh! GX. Yu-Gi-Oh! GX. Ça c'est vraiment top. En plus, on l'a vu encore aujourd'hui et on t'a vu encore aujourd'hui sur scène. Yu-Gi-Oh! Ça met la pêche. Ça met la pêche. Tous les génériques que tu fais de toute façon mettent la pêche. Il faut reconnaître que celui-là aussi, il est hyper entraînant. Ouais, tout à fait, et le public suit sans aucun problème. Ouais. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Tu as vraiment un public. Oui. Un public qui est acquis, conquis vraiment à ta cause. Ils sont incroyables, ils réagissent au quart de tour. C'est génial. Il y a vraiment, en le disant au début de vidéo, il y a vraiment cette communion qui est assez folle, mais qui est tellement belle, moi je trouve. Oui. C'est tellement beau. Oui. En tout cas, le public réagit et adore ce générique de Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce qu'on pourrait citer en générique d'autres? Bon, il y a eu Dinosaur King. C'était sympa ça aussi. Ouais, c'était sympa. C'était sympa. Il y a eu Cubix, mais ça c'est beaucoup moins connu. Il y a eu Chin Cheng, ce petit gardement que les parents n'aiment pas beaucoup. C'est comme Mortel Adèle, ouais. Les parents se méfient un peu, drôle de comportement. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, il y en a eu quelques-uns. Et en fait, le truc, c'est que le générique est tellement protégé
qu'en fait, quand on arrive en studio, on ne l'a jamais entendu. Oui. Et parfois, on ne sait même pas de quoi il s'agit, en fait. Et donc, on le fait. On a 3 heures pour le faire. Après ces 3 heures-là, ben, on s'en va. Et le lendemain, on est appelé pour un autre générique, etc. Et donc, c'est vrai que 6 mois après, parfois, ben, on ne se souvient plus du générique qu'on a fait 6 mois avant. Et c'est vrai que parfois, en dédicace, on vient me demander « Tiens, mais ce générique-là, c'était toi ?» Et je ne sais pas, en fait. Je ne sais plus. Et donc, on me le fait écouter, et puis là, je me reconnais, évidemment. Et donc, ah, ben oui, effectivement. Et voilà. Et tiens, on va fermer la parenthèse des génériques comme ça, toujours en finissant sur Pokémon. Cette longévité, ou du moins, aujourd'hui, Pokémon, allez, plus de 25 ans après, série culte, comme beaucoup d'autres séries aussi, mais en tout cas, série culte. Avec bien sûr un manga particulier, avec des chansons particulières, une musicalité particulière. Et cette longévité, par exemple, te concernant sur la musique et sur ces génériques-là, à ton avis, tu la dois à quoi? Ou du moins, elle s'attache à quoi? Pourquoi aujourd'hui, ce générique, alors bien sûr, même s'il y a les autres aussi, on va prendre le premier, Attrapez-les tous, il résonne presque comme une hymne aujourd'hui dans le monde et dans l'univers des génériques. Pourquoi? À ton avis, est-ce que tu saurais dire, est-ce que tu as une explication, est-ce que voilà. Après, il y a comment je le vois. Bon, ça reste personnel, mais je pense que c'est pas juste une raison. Je pense qu'il y en a des tas. Il y a le fait que c'est l'addition de. C'est ça, exactement. Je veux dire, Pokémon, Nintendo, c'est devenu quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu forcément, il y a eu le dessin animé, il y a eu l'anime, pardon. Mais à une époque aussi charnière et où ça venait, ça amenait quelque chose de nouveau. Très nouveau. Et soyons clairs, je veux dire, Attrapez-les tous. Je veux dire, musicalement, c'est bien fait. Ouais. C'est bien construit. Franchement, il n'y a rien à dire. Après, on aime, on n'aime pas, mais il n'y a rien à dire, c'est bien fait. Et pas trop mal interprété. Non, c'est magnifique. Ouais. Et voilà, je pense que c'est cette addition de tout ça qui a fait qu'il y a eu les cartes aussi, oui. il y a eu les jeux, enfin, il y a eu plein de choses qui ont fait que... Tu as vu aujourd'hui cet engouement sur les cartes, c'est quand même incroyable. C'est incroyable. C'est dingue, hein, incroyable. Tu as aujourd'hui des cartes qui se vendent, mais alors qui sont cotées sur des centaines de milliers d'euros. Exactement. C'est quelque chose de fou. J'ai vu une vidéo dernièrement où quelqu'un avait gardé un paquet, comment ils appellent ça? C'est un paquet où à l'intérieur, tu as plusieurs pochettes de cartes. Et il avait gardé le truc intact, mais le paquet à lui seul, je crois, était estimé à 300 ou 400 000 euros. Wow. Enfin, non, mais là, c'est des choses, moi en tout cas, pas qui me dépassent complètement, mais là, on est sur des ordres de grandeur où d'un coup, un produit qui paraissait quelconque et anodin, en tout cas à notre époque, aujourd'hui, on en voue un véritable culte. Oui. Et avec toute cette collection mania qu'il y a derrière, avec mon Dieu, des prix, mais des fois, je regarde à 2 fois parce que je me dis, t'as pas bien lu ou t'as pas bien compris ou entendu, parce que c'est pas possible. Mais en tout cas, oui, il y a des. C'est incroyable tout cet engouement, là derrière. Au niveau des génériques. Oui. Ok, c'est bien sûr, on te connaît à travers ça, mais finalement, la musique, qui est partie prenante de toi, puisque tu en fais depuis toujours et tu chantes depuis toujours. Jean-Marc Anthony Cabella, qu'est-ce qu'il écoute? Qu'est-ce qu'il aime? C'est quoi ses kiffs musicaux? Mais en fait, mon premier concert, le premier concert de ma vie, j'étais même pas en âge d'aller voir ce concert tout seul, mais j'étais là-bas, tout seul. Je t'imagine dans la poussette avec la la totote. Non, quand même pas jusque-là. Non, je crois que je vais avoir 11, 12, ouais c'est ça, 11, 12 ans. Et j'étais voir Stevie Wonder à Bruxelles. Et j'étais juste, mais voilà, ça a été une révolution. Tu as réussi à en garder le souvenir, peut-être pas de tout, mais... Les images, les musiques. Bon, alors forcément, juste après, j'ai commencé ma collection. J'ai commencé à acheter ses albums, etc. Donc c'est devenu quelque chose qui fait entièrement partie de moi, en fait.
les images que j'ai eues ce jour-là, la sensation, le charisme qu'il a et les vibrations qu'il donnait à tout ce public, toute cette salle qui était remplie et jusqu'au bout, je veux dire, il y avait cet élan. Franchement, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. C'est à partir de là où est-ce que tu as eu un déclic ce jour-là ou J'ai pas eu l'impression d'avoir un déclic. Okay. Parce qu'à ce moment-là, pour moi, le métier de chanteur, c'était juste pas possible en fait. Oui, voilà, d'accord. C'était très clair que je n'allais pas me diriger là-dedans. C'est tes parents qui t'avaient emmené ou c'était quelque chose que tu écoutais déjà avant, Stevie Wonder? Ou c'est vraiment le hasard, du moins par rapport à la famille qui t'a emmené? Je l'avais entendu, il avait un album qui était sorti et que j'écoutais. Et je voulais aller le voir. Ah, voilà, mais il n'y a personne qui pouvait m'amener et donc j'étais tout seul. Okay, je me suis fait gronder après, mais voilà, il fallait que j'y aille et donc j'y ai été et ça a été un éblouissement total en fait. Ouais, okay. Ouais. Il y a d'autres chanteurs comme ça que tu affectionnes? Mais en fait, mais j'aime beaucoup Michael Jackson. J'aime beaucoup Michael Jackson. Maintenant, par rapport aux chanteurs actuels, j'aime beaucoup Tyke. Il y a plein de choses que j'aime bien. J'aime beaucoup le rock aussi. J'aime aussi le blues. Le funk, c'est ma musique de prédilection. Et voilà. Et donc, la musique que je fais pour moi, avec ma petite formation, sans prétention, et c'est vraiment pour nous. On fait des petits festivals et des trucs comme ça, mais c'est vraiment, voilà, c'est toujours funk, blues, rock, ouais. Un peu le tout mélangé et tout, et j'adore ça. Et ça me permet en fait d'avoir, comment dire, d'être à l'aise un peu dans tous les... Un éventail, oui, ouais, c'est ça. D'avoir un éventail assez large. Parce que je travaille beaucoup avec un groupe de cover, donc de reprises. Et on voyage pas mal à travers le monde, mais du coup c'est de la musique pop beaucoup, et de la musique qui marche aujourd'hui, avec un petit peu des rappels, ce qui s'est bien passé avant, et voilà, et donc je peux chanter bien sûr autant du rock que du pop, que de la pop pardon, que du blues ou n'importe ce qu'il faut, et donc c'est super gai en fait. Et tiens, j'allais dire peut-être, quand justement tu es dans cette formation-là, peut-être ta ou tes chansons préférées, la chose où tu sens vraiment que quand tu l'interprètes sur scène, tu es complètement, je sais pas en euphorie, mais tu sais, il y a un état particulier quand même quand on est dans l'interprétation. Oui. Est-ce qu'il y a un titre comme ça qui te vient en tête? Mais il y a un titre que j'affectionne particulièrement, c'est Are You Gonna Go My Way de Lenny Kravitz. Oui. Ça, c'est un peu un morceau Ouais, c'est vrai qu'il y a en plus la guitare. Une guitare là-dessus, mortelle. Et il y a aussi, bon après c'est des vieux morceaux, mais j'aime beaucoup, c'est Long Train Running. Ah yes. C'est des Doobie Brothers. Ouais. Ce morceau, c'est... quand je le chante, ça me transporte. Ça, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est étonnant, il y a des morceaux effectivement plus que d'autres qui nous emmènent, ça va être dur à expliquer, qui nous emmènent pas dans un état second, mais ouais, je vais reprendre le mot euphorie. Exactement. Il y a une petite euphorie qui se libère. Après, médicalement parlant, je ne sais pas comment ça se passe. Peut-être une libération d'endorphine ou je ne sais pas. Mais oui, des fois, on est réceptif à certaines musiques. Ne serait-ce que par la musique en elle-même et par l'interprétation. Enfin, arrête-moi si je me trompe. Tout à fait. Moi, des fois, j'ai l'impression de le ressentir comme ça. Oui, en tout cas, et quelque part aussi, le fait de changer, parce qu'il y a parfois des chansons qui n'ont pas la même... on n'a pas la bonne tessiture pour ces chansons-là, et donc on les baisse ou on les augmente, et en fait ça change tout. Ça change tout. Moi, Long Train Running par exemple, mais je le fais au ton original, et je me souviens que je l'ai joué avec un autre band qui le faisait un ton en dessous, et j'avais pas le même plaisir. Il y a pas la même énergie. Non. Et même le placement, j'étais pas... c'est ce truc où quand ça commence avec la guitare, tout de suite ça me met en état. Mais là, non.
C'est très spécial. Mais je comprends. Alors pour le coup, je comprends ça, j'arrive à imager. J'ai fait du Goldman, effectivement, en tonalité normale et ailleurs, avec une tonalité légèrement plus basse. J'avais l'impression de ne pas arriver à le chanter, enfin du moins à déployer complètement le truc, et pas de chanter faux, mais d'être un peu en décalé par habitude. Donc ouais, ok, je comprends. Ouais. Mais finalement, oui, tu t'adonnes à beaucoup de genres musicaux, beaucoup différents. Quoi. Ouais. J'allais dire presque quel est celui dans lequel tu ne t'adonnes pas. Quasiment aucun, tu écoutes quasiment de tout finalement. Oui, j'écoute quasiment même du classique, même. J'écoute du classique, mais je ne chante pas du classique. Ok. C'est par là que j'ai commencé. En fait, quand j'ai pris conscience en fait que je voulais faire du chant, ben, du coup j'ai pris des cours et j'ai commencé par les cours classiques. Et en fait, j'aimais beaucoup la découverte, le travail, etc. Mais en fait, je ne chante pas de classique. Ok. Jean-Marc Anthony Cabella. Alors, déjà, un nom composé, Jean-Marc, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Jean-Marc Anthony, c'est quand même... c'est exagéré. Voilà, c'est quand même, c'est quand même exagéré. Bien. Pour au final, dans ta famille, qu'on t'appelle Tony, c'est-à-dire autant d'efforts, j'allais dire, de succession de prénoms pour au final t'appeler vraiment dans ton milieu intime Tony. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ma mère, mon père et mon grand-père. En fait, mon père était cinéphile et son actrice préférée c'était Elizabeth Taylor, qu'il avait adorée dans Cléopâtre. Et donc, il ne pouvait pas m'appeler Cléopâtre ni Elisabeth, donc il voulait m'appeler Marc-Anthony. Ça aurait été intéressant, concert. Voici Jean-Marc Cléopâtre Cabella, ça aurait été intéressant. C'est un nouveau concept. Nouveau concept. On va le lancer. On en va parler, Guillaume, après. Oh, surtout pas, si on commence à le lancer là-dessus, on est mort. Trop tard. Et en fait, il voulait m'appeler Marc-Anthony. Et donc il en parle avec ma mère qui dit ok, d'accord. Et puis son père, le père de ma mère, lui dit qu'en fait, il faut que je m'appelle Jean. Et ma mère lui dit d'accord. Et donc elle est embêtée parce que là, voilà. Et donc... qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Voilà. Et donc c'est elle qui est partie à la commune pour m'inscrire. Et donc elle est revenue avec Jean-Marc Anthony. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé tout bêtement. Et le truc, c'est que oui, il n'y a personne qui m'appelle comme ça, sauf... Quand ça va mal. Quand ça va super mal. Et là, il rajoute encore le nom de famille. Oui. En général, c'est comme ça de partout. Ouais. Si les parents nous écoutent ou les enfants, ça va. Vous allez forcément vous remettre dans les situations. Vous allez comprendre de suite. Aujourd'hui, ta famille, qu'est-ce qu'elle porte comme regard justement sur ce que tu fais? Eux, ils ont eu bien sûr l'occasion de voir toute cette évolution-là. Je ne vais pas te poser la question, est-ce qu'ils sont fiers? J'imagine que oui, bien sûr, ils sont fiers, mais quel regard ils portent sur ce que tu fais aujourd'hui, sur les choix musicaux que tu fais, sur le fait, tiens, on a un fils qui est aujourd'hui connu mondialement sur un générique de dessin animé. Ça pourrait paraître sur un regard extérieur assez curieux, mais en tout cas, voilà, qu'est-ce qu'ils portent comme regard dessus? En fait, ma famille, les plus jeunes, ceux qui sont plus jeunes que moi... Tes parents sont plus jeunes que toi? C'est fort, c'est très fort. Je veux dire, les plus jeunes sont très intéressés en fait. Parce qu'en fait, je suis pas quelqu'un de... je suis quelqu'un de discret en fait. Et même au sein de la famille, je reste discret en fait. Et c'est vrai que Pokémon, ça faisait partie de mon métier, mais c'était un métier de l'ombre. Puisque en fait c'était des génériques. Donc c'est pas des choses qui sortent ou qu'on entendait à la radio ou quoi, c'était juste, je vais en studio, j'enregistre. Quand on regarde la télé, oui, effectivement, mais il y a plein de gens de ma famille qui savaient même pas que c'était moi en fait. Et voilà, et bon, de temps en temps ils venaient me voir en concert, mais avec le groupe de cover ou avec mes chansons personnelles, mais voilà, donc mais les plus jeunes, forcément, ils ont regardé Pokémon, ils étaient fans, etc. Et donc, après le fait de savoir que c'était moi, bon, ça a été la révolution, en fait. Mais plutôt vers les plus jeunes, en fait. Ceux qui sont au-dessus, voilà, ça ne les a pas spécialement intéressés et c'est pas grave, c'est comme ça. Dans toute ta carrière, est-ce que tu as déjà eu des doutes? Des doutes.
En fait, mais comme je te disais, hein, j'ai commencé avec la danse, le break, on a commencé à faire des spectacles. Et puis il y a eu le fameux moment où c'était fini l'école et il fallait passer à l'école supérieure ou à l'université. Et moi j'avais choisi de faire des études d'infirmier. Et donc pour moi c'était très clair qu'en fait c'était pas possible. Je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Donc j'ai arrêté. J'ai arrêté la musique, j'ai arrêté la danse, j'ai tout arrêté pour me concentrer sur mon futur métier en fait. Et j'ai pas eu de doute. J'ai pas eu de doute. Et en fait, j'étais bien dans mes baskets jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas ça que je voulais. Et à ce moment-là, en fait, la musique est revenue me chercher. Mais à aucun moment, j'ai eu un doute. Et quand la musique est venue me chercher, il y a eu une espèce d'évidence. Et le truc, c'est que j'étais déjà dans un métier, donc je gagnais de l'argent. Et donc j'avais des charges. Ouais. Et en fait, le truc, c'est de savoir, ok, d'accord, je veux faire de la musique, mais par rapport à ce que je gagne par mois, qu'est-ce qui va se passer en fait, comment on fait, parce que là, comment on équilibre les choses. Exactement. Et donc du coup, j'ai fait de l'intérim. Donc comme ça, j'avais quand même un apport. Et pour la musique, quand ça allait, tant mieux. Quand ça allait pas, il y avait quand même cet autre apport. Jusqu'au moment où les choses ont basculé tout à fait d'un côté et où j'ai complètement arrêté d'exercer le métier d'infirmier. En fait. Tu l'as senti vraiment cette bascule en te disant ah ça y est, là on y est, c'est le bon moment, je peux enfin aller vivre complètement de la musique. Ou ça s'est fait vraiment très lissé et pas comme ça du jour au lendemain ou avec ce déclic de se dire ah ça y est là c'est bon, je peux y aller à 100%. En fait ça s'est fait presque du jour au lendemain, mais il n'y a pas eu de... mais avec une continuité. Oui c'est ça. Il y a eu vraiment ce truc où on a eu un gros contrat et j'ai été pris pour ce contrat, etc. Et donc c'était parti en fait. C'était parti et en fait du coup j'avais plus le temps de faire de faire autre chose et donc c'était aussi une évidence en fait. Et en me disant peut-être que oui, une fois que le contrat sera terminé, peut-être que j'allais revenir, ça allait dépendre, mais en fait la question ne s'est plus jamais posée en fait. C'était parti et il y a eu des périodes de vaches maigres. Il y a eu, mais voilà, j'étais dans ce qui était fait pour moi. Et donc, il n'y avait pas d'autre choix que celui-là. Et outre les doutes, tu as eu certaines fois peur, justement, parce que peut-être parce que c'était dur, peut-être parce que c'était compliqué. Est-ce que tu as eu vraiment des craintes avérées ou finalement, parce que et heureusement que ça arrive, la vie, le cadeau de la vie a fait que, en définitive, tout s'est imbriqué comme il faut, sans aucun problème? En fait, oui, j'étais dans un groupe et où pour la première fois, en fait, on était salariés. Dans ce groupe, on était salariés parce que la personne qui était notre producteur manager, en fait, elle nous payait tous les mois, en fait. Et c'était juste nickel. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en étant producteur manager, il s'est octroyé le droit, en fait, de changer. Donc, c'est-à-dire qu'on était pris. À l'époque, on faisait de l'acid jazz. De changer, tu veux dire de quoi? De comportement Non, de changer notre musique. Voilà, ok, d'accord. Et donc on faisait de l'acid jazz et c'était pour ça qu'il nous avait pris, parce qu'il aimait bien ce qu'on faisait. Ouais. Et il a été voir une soirée de rave music, et il a trouvé ça super. Et il a vu, il y avait 5000 personnes et que chaque personne avait payé son entrée 250 €. Et donc il s'est dit, mais c'est ça l'avenir. Et donc du coup, il est venu nous trouver en nous disant, alors qu'on était en pleine tournée, et il nous a dit, mais en fait, là maintenant, on va faire du rave. Donc commencez déjà à préparer le prochain album, qui sera un album de rave. Et moi, j'ai pas voulu, c'était pas pour ça que je faisais de la musique. Et je respecte tout à fait le rave et tous les genres musicaux, mais c'était pas ta tasse de thé. C'est pas ma tasse de thé, et je suis pas bon là-dedans, j'ai jamais fait. Donc, et donc en fait, il m'a expliqué, c'était très clair, où tu suis, où tu t'en vas. Et donc j'ai décidé de m'en aller en fait. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit,
Bon. C'est bien parce que c'est très courageux. Hein. Il y en a qui auraient pu prendre, j'allais dire, l'option de sécurité en se disant oui, bon, bah ok, je veux assurer mes arrières, je veux continuer à avoir de l'argent, donc ok, je vais faire ce qu'il me dit, quoi. L'avantage que j'avais, et par rapport à tous les autres du groupe qui sont restés, c'est que j'avais plusieurs cordes à mon arc. Donc bien sûr, je chantais, je dansais aussi, et en fait, j'étais dans plusieurs milieux, en fait. C'est vrai que j'étais beaucoup moins dans les autres milieux puisqu'on avait ce contrat-là qui était un peu exclusif, mais j'avais encore ces possibilités-là. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où je me suis dit, mais ça va me faire un trou. Mais de toute façon, je ne pouvais pas partir. C'était un peu me trahir moi-même, en fait. Okay, ouais. Et ça, c'était pas possible. Tu as décidé de pouvoir au moins avoir le luxe de te regarder tous les jours dans une glace et d'assumer complètement tes choix, même si peut-être ça allait être plus dur en tout cas, mais d'être toi-même et d'assumer ces choix-là. Ouais. Et de suivre ta ligne directrice, du moins ta ligne musicale, j'allais dire. Oui, tout à fait. Qui est celle du cœur en définitive. Oui. Hein, on peut faire, je pense, un travail pour lequel on nous demande, bien sûr. On va le faire, je pense, de bonne foi. Exactement. Mais c'est important quand même aussi de s'épanouir dans ce qu'on a envie, dans ce qu'on aime. Oui. Et en toute logique, c'est là où on devrait être le meilleur. Oui, exactement. Mais mon père, il m'a toujours dit un truc, il m'a dit, écoute, quoi que tu fasses, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, fais-le à fond. Dès que tu fais un truc, tu le fais à fond, tu donnes le meilleur de toi-même. Si tu n'aimes pas, mais tu le fais à fond de toute façon, mais tu changes. Mais tu termines ton travail, ou en tout cas, là, au moment où tu le fais, tes engagements. Tu le fais à fond. Parce que tu ne sais jamais, en fait, ce qui peut en découler. Tu peux te trouver à faire un truc que tu n'aimes pas, mais tu le fais à fond, et puis tu t'es repéré par quelqu'un, ou quelqu'un passe, ou enfin, n'importe. On ne sait jamais, mais il faut tout faire à fond. Et c'est vrai que j'ai besoin d'aimer ce que je fais. Et de faire ce que j'aime, forcément. Et donc, du coup, quand je fais quelque chose qui ne me plaît pas trop, je le fais à fond, mais je sais bien que je vais pas pouvoir tenir, en fait. Oui. Et donc, je sais que, par exemple, un truc comme ça, faire de la rave, je ne vais pas aimer. Ça ne sert à rien que je me lance dedans aussi. Il y a aussi un côté, effectivement, c'est un peu courageux, peut-être, mais c'est aussi du bon sens, en fait. Par rapport à moi, je me connais suffisamment que pour me dire qu'en fait, ça ne sert à rien que je le fasse. Je ne peux pas le faire. Et voilà, et heureusement, la suite m'a donné raison. Moi, oui, je pense que c'est du courage parce que, sans dire que les personnes qui ne le font pas sont des lâches, hein, c'est pas du tout ça, hein, c'est pas mon discours, mais on sait, et parce que c'est humain, que les choses nouvelles, ou du moins quand on change des habitudes, c'est quelque chose qui fait peur. Tout à fait. Mais je veux dire, il n'y a pas de mal à ça, c'est complètement humain et j'allais dire, à la limite, heureusement que la peur est là parce que ça nous permet, en tout cas, de se mettre des garde-fous et de nous alerter sur des situations. Donc c'est très bien que ce soit comme ça. Et ensuite, il y a des personnes qui peut-être ne s'autorisent pas à avoir le choix, ne s'autorisent pas à franchir pour des fois des très bonnes raisons, hein, parce que une vie déjà de famille en place, un loyer qui doit être payé ou un crédit de maison qui doit être payé, une voiture qui doit être payée, des factures qui tombent, des choses comme ça. Donc c'est vraiment pas péjoratif. Hein. Il y en a qui s'inscrivent dans ce schéma-là et à un moment donné se dire bon ok, peut-être que effectivement je vais avoir le courage de dire non, je vais faire autre chose, mais ça va peut-être remettre en question derrière beaucoup de choses. C'est pour ça que je parlais vraiment de courage et je comprends complètement ceux qui ne se sentent peut-être pas prêts de le faire ou parce que le temps n'est pas encore là. Parce que des fois il y a une question de timing. Bien sûr, tout à fait. Il y a peut-être des choses à mettre en place, mais il y a aussi une question de timing et peut-être qu'aujourd'hui c'est pas encore le bon moment. Exactement. Et peut-être que ça le sera dans un mois ou dans un an et puis les choses doivent se préparer, etc. Donc voilà, oui, c'est pour ça que je parlais vraiment de courage parce que faut avoir du courage pour quand même affronter l'adversité dans un monde qui n'était pas facile avant, qu'il est encore plus compliqué, je trouve,
je trouve aujourd'hui. Donc oui, il faut quand même une dose de courage. D'ailleurs, tiens, ce monde d'aujourd'hui, quel regard tu portes dessus, j'allais dire, déjà, ne serait-ce que professionnellement parlant, sur le monde de la musique? Mais en fait, il se passe des tas de choses. La musique a complètement changé. Enfin, en tout cas, le monde de la musique a complètement changé. Mais moi, j'ai connu le temps des vinyles. Et donc, forcément, ça a changé. 1800, ah oui. Ça a changé. Il y a eu la chute de la vente de disques, etc. Les DVD, il y a eu tout ça. Et donc, en fait, ce qu'il fallait faire avant pour être pris dans une major et ce qu'il faut faire maintenant, mais ça n'a plus rien à voir en fait. Ce qu'on gagne aujourd'hui, ce qu'on gagnait avant, ça n'a plus rien à voir non plus. Les espérances n'ont plus rien à voir non plus. Enfin, tout a changé en fait. Tout a changé et en fait, il y a eu... Tout a changé selon toi en bien ou en mal? En fait, il y a eu les deux. C'est vraiment les deux. Il y a à boire et à manger, en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose de très chouette qui est que, en fait, il y a moyen de se prendre en charge tout seul, de faire des morceaux, de les mettre sur des plateformes et d'avoir des contrats et de faire des scènes de plus en plus grandes, etc., sans avoir été pris encore par une maison. Donc presque de s'autoproduire directement. Il y a moyen de le faire. Avec les outils d'aujourd'hui. Tout à fait. Après, ça demande quand même soit une bonne équipe, soit des compétences presque extraordinaires parce qu'on touche à tout en fait. Et en fait maintenant l'artiste il est presque obligé de toucher à tout en fait. Et il y a ce truc qui... Mais c'est chouette de pouvoir toucher à tout. Oui. C'est chouette de s'intéresser à tout et de voir un petit peu comment les choses se passent du début jusqu'à la fin en fait. Ce qu'avant, tu avais ton producteur, toi tu venais, tu posais ta voix et puis... tu venais avec ta petite cassette. Mais ouais. Et donc il y a des choses qui sont bien pour moi. Puis il y en a d'autres où moi j'ai grandi dans un autre temps. Donc forcément ça ne me convient pas en fait. Ça me semble totalement impossible. Alors que je vois les jeunes... Impossible ou hors norme? C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Mais le truc c'est que je me dis aussi que il y a certaines choses où je me dis j'ai besoin de m'entourer de personnes parce que il y a des choses que moi je vais pas pouvoir faire. Et je vois bien avec mon petit frère, lui, ça lui pose pas de problème, mais lui il touche à tout. Je veux dire, tout ce qui est ordinateur, ce qui est lunettes, machin, ça fait partie de lui. Il a grandi avec ça et je veux dire, depuis l'école, il est déjà sur l'ordinateur. Donc c'est un truc que moi j'ai pas. Et donc voilà. Et après, c'est comme pour tout le reste. Je trouve que moi je suis encore une fois de l'ancienne génération. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que il y avait des choses à faire. On les a pas toujours faites, en fait. Et le monde est ce qu'il est. Et le monde, maintenant, il appartient à ceux qui sont là, en fait. Et en fait, nous, quelque part, on va s'en aller. Et on a fait ce qu'on a fait. Ça veut dire que tu te sens quelquefois peut-être en décalage avec... Mais moi je suis... quand on parlait de mon public, c'est un peu mon public et mes enfants qui m'attachent à tout ce qui se passe maintenant, au monde, au changement, à tout ce qui est neuf en fait. Mes potes, si je reste avec mes potes, mais je suis complètement décalé en fait, c'est fini en fait. Et en fait, je vois bien qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Et que moi, si je les comprends, ces choses-là, c'est parce que je suis en contact avec des gens de maintenant, entre guillemets. Qui sont connectés au monde d'aujourd'hui. C'est un double sens, mais oui. Tout à fait. Mais je pense que... Après, oui, bien sûr, je les entends, mes potes, qui disent « Ouais, mais maintenant, c'est comme ça, on peut plus, ou ceci ou cela. » Mais en fait, on était là avant et on a fait ce qu'on a fait.
Et maintenant, il y en a d'autres qui sont là et à qui on laisse quelque chose en fait. Et soyons clairs, c'est pas terrible. Je veux dire, le monde d'aujourd'hui, il n'est pas... C'est pas le meilleur monde. On voit bien les guerres qui se passent, enfin, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas terrible. Et donc en fait, c'est normal que les gens qui vont prendre la relève, qui veulent en faire leur monde. Et nous, en ayant fait ce qu'on va faire, le choix qu'on a, c'est de les accompagner, mais on ne peut pas leur imposer notre manière de vivre, pour la simple et bonne raison que les résultats ne sont pas terribles en fait. Et donc voilà, c'est un peu la réflexion que je me fais en regardant le monde. Et en tant que papa, par exemple, est-ce que justement ça te laisse des inquiétudes par rapport à ça? Mais je trouve mes enfants hyper matures par rapport à tout ce qui se passe. Tu penses qu'ils sont vraiment armés aujourd'hui pour affronter tout ça? Non. Alors armés, quand je dis armés, c'est... je m'entends bien. Oui. Non, je pense qu'il y a... Au deuxième degré, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'il y a plein de choses qui les effrayent. Mais par contre, ce que je vois, c'est la manière de répondre à ces frayeurs. Et je trouve ça extraordinaire en fait. Et je prends des leçons tous les jours de mes enfants en fait. Ouais. Parce que je vois comment, bien sûr que tout leur fait peur. Ce qui se passe, on va pas faire étalage de tout ce qui se passe dans le monde, mais il se passe plein de choses. J'ai 2 filles, donc pour tout ce qui est par rapport aux femmes, forcément ça les inquiète, etc. Mais je vois bien aussi comment elles réagissent par rapport à tout ça, quoi. Et je me dis, mais en fait, c'est ça en fait la vie. C'est un peu, il se passe plein de choses, il y a plein de défis. Et en fait, il y a plein de ratés. Mais en fait, c'est ta manière en fait de répondre à ces ratés en fait qui fait que et mes filles et même mon fils, forcément celui parce que c'est le plus jeune. Je trouve que leur approche par rapport à tout ça, c'est bien au-dessus de celui que j'étais à leur âge en fait. Ah oui, carrément. Ouais. Et eux d'ailleurs, tiens, parce qu'on parlait de tes parents tout à l'heure, justement tes enfants, eux, par rapport au métier que tu fais aujourd'hui, quel regard ils ont dessus? Comment ils voient leur papa? Mais en fait, c'est un peu comme, je pense, tous les enfants. Papa, il a un métier. Mais ils ont toujours grandi avec moi ayant ce métier. Oui, pour eux, c'est la normalité. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça en fait. Et donc ma grande fille... aujourd'hui tu vas chanter? Ah ouais, ok. Oui, c'est vraiment ça. Oui, voilà. C'est vraiment ça. Et le truc où elles sont chez des copines, il y a le générique de Pokémon, et en fait elles vont jamais dire ah, c'est mon père qui chante. Mais c'est évident. C'est mon père qui chante. En fait, voilà. Quoi, c'est ton père qui chante Pokémon? Oui, c'est mon père qui chante Pokémon. Mon père est chanteur. Et c'est tout. On passe à autre chose. Mais non, on passe pas à autre chose. Mais ton père Et ouais, pour eux, c'est quelque chose de totalement banal, entre guillemets. Oui, ils ont cette humilité-là. Ouais. Est-ce que tu as une aptitude sur un instrument de musique? Est-ce que tu joues de la guitare? Est-ce que tu joues de la batterie, de la basse? Du saxophone, de l'harmonica, peut-être, je ne sais pas. Du ukulélé. Mais en fait, je fais de la programmation. Donc forcément, des claviers. Mais je ne sais pas jouer des claviers. Ouais, je peux faire des accords comme ça, les plaqués, les ceci, les cela. Mais je ne suis pas assez bon pour être en live, accompagner un groupe au clavier. C'est juste pas possible. J'ai fait de la percussion. Et ça, j'en ai fait, même à un moment, j'étais pas mal. C'était bien. Mais j'en fais plus. Et de toute façon, même au moment où c'était pas mal, pour moi, c'était pas assez. Oui, ok. C'était pas assez que pour me retrouver sur scène et faire des trucs. Alors oui, un peu de poudre dans les yeux, il y a des percussions et tout. J'allais dessus, je faisais un petit truc et tout court, tout ce que j'avais. Et puis après, oui, forcément, ça fait « Oh, chouette !» Mais en fait, oui, je ne suis pas un grand percussionniste. Ok. On a parlé au début de la vidéo de Stevie Wonder. Il y a d'autres chanteurs, ou peut-être, j'allais dire, d'autres choses artistiques, ou du moins d'autres chanteurs que tu aurais aimé voir en concert, que tu n'as pas pu aller voir?
D'ailleurs, à part Stevie Wonder, tu as vu d'autres chanteurs en concert? Oui, oui, ben, j'ai vu Michael Jackson, j'ai vu Lenny Kravitz. Tu l'as vu où, Michael Jackson? À Werther, c'est en Belgique. D'accord, ok. C'est un grand terrain vague en fait. Enfin, c'est un grand terrain comme ça. Ouais. Et ils ont mis une scène et puis ils ont aménagé et tout. C'est juste énorme. Et il était là. Et il était énorme en fait lui aussi. Donc c'était un grand moment. C'était à quelle époque de Michael Jackson? Sur quel album à peu près, si tu en as le souvenir? Plutôt sur l'album Bad, Dangerous Tour. Oui, je crois que c'était Bad. Ok. Je crois que c'était Bad, ouais. Donc on est vraiment dans les grosses années. Ouais. Ah ouais, non, c'était juste... énorme. C'était énorme. Et encore c'était énorme. énorme, ce sera toujours faible. C'est ça. Je pense, oui. Ouais. Et puis il y a plein d'artistes aussi que j'ai rencontrés qui sont pas spécialement des énormes artistes. Je sais. Je sais, ouais. Ah. En termes de célébrité, mais qui sont des énormes artistes par rapport à leur art, par rapport à ce qu'ils apportent aux gens qui viennent les voir, quoi. Comme qui, par exemple? Mais comme toi. Non, mais ça a l'air là, comme ça, ça fait un peu... Mais je veux dire, c'est pas parce que... Mais c'est parce qu'on en parle. Je veux dire... J'ai pas pris le chéquier. Hein, ouais, je sais. Mais de toute façon, je sais où tu habites. Je prendrai des t-shirts. C'est vrai. Non, Attends, mais j'ai pas réinstallé la piscine encore. Bah oui. Ça me serait tardé d'ailleurs. À l'époque où on parle, ça me serait tardé. Mais tu vois, quand tu es sur scène et que tu donnes, ça va dans l'imaginaire des gens en fait. Et tu vas le chercher et tu vas les prendre et tu vois bien comment les gens répondent quand tu es là, quand tu chantes et tout. C'est génial. On a fait des choses ensemble et j'ai pu sentir, tu sais, la proximité. On est tous les deux sur scène, il y a un partage, il y a quelque chose qui... on n'a jamais répété. C'est vrai, jamais. On est venu, on a répété chacun de son côté, oui bien sûr. Oui. On n'est jamais arrivé pas prêt, on était prêt, etc. Enfin, sauf moi, mais bon, ok. Mais on est arrivé... Je suis parfait modeste. On a fait le truc et il y a eu une espèce d'alchimie directe en fait. Oui, d'accord, on parle, on rigole, il y a toujours ce truc, mais sur scène, il y a aussi quelque chose et c'est pas rien qu'avec moi en fait. Ça se passe avec moi parce que je suis sur scène avec toi, mais ça se passe avec tous les gens qui sont devant en fait. Et je le sais parce que je t'ai déjà vu sans être à côté de toi. Et je t'ai vu et j'ai vu les gens et je me suis dit voilà. Et t'es quelqu'un d'extraordinaire en soi. Et c'est un truc qui me fait hyper plaisir, c'est que tu aies choisi d'aller dans ton sens. Après avoir pendant des années fait un métier. Je ne veux pas dire que ça ne te convenait pas ou quoi au caisse, mais voilà, c'est un métier, c'est un autre métier. Et en fait, tu avais ta passion sous-jacente. Et puis là, tu as basculé en fait. Tu as été de l'autre côté et ça me fait un bien fou. C'est comme si c'était moi en plus, alors qu'en fait c'est toi. Mais ça me fait super plaisir en fait. Et quand je te vois, depuis, je trouve qu'il y a un changement qui se voit peut-être pas comme ça, mais moi je le sens fort en fait. Je sens vraiment fort ce changement tu as changé de statut, mais le statut que tu as pris, c'est le tien. Et je trouve ça génial. Waouh! Bon, c'est ton interview, hein, je te rappelle, c'est pas mon interview. Mais oui, mais tu me demandes, moi je te réponds. Non, mais en tout cas, merci déjà pour le compliment, ça me fait chaud au cœur. Et arrête parce que tu vas me faire pleurer. C'est moi qui vais prendre le kéron, le parpaing dans la figure. Bon, en tout cas, merci. Avec plaisir, et c'est sincère. C'est vraiment un très très joli compliment, quoi. Du coup, ça me fait complètement oublier la question suivante. Là, il m'a déstabilisé. En général, ouais, bravo, bien joué. Bien joué. Si, j'en ai quand même une encore en tête. Mais je poursuis sur celle que je t'avais posée. Oui, on en était à quels sont les artistes que tu aurais aimé voir, que malheureusement tu n'as pas pu voir, peut-être parce qu'ils sont plus de ce monde. Moi, tu vois, j'aurais aimé Queen.
Freddie Mercury. J'aurais franchement kiffé d'aller voir un concert de Queen. Donc quels sont les artistes, toi, que tu aurais vraiment aimé voir? Mais en fait, bon, c'est pas spécialement du chant, même s'il chantait, mais oui, oui. c'est les Nicholas Brothers. D'accord. Ils faisaient des claquettes, et moi j'adore les claquettes. Et je trouve que ce qu'ils faisaient, c'était juste, mais c'est des extraterrestres, quoi. Mais pourtant, ça s'est fait il y a très longtemps. Et ils faisaient leur truc avec des orchestres, en fait, avec des cordes, avec des cuivres, c'était vraiment des énormes orchestres. Et eux, ils dansaient, c'était juste fabuleux, quoi. Enfin, moi, chaque numéro 2 que je vois, ça me transporte, quoi. C'est vraiment, j'aurais aimé les voir, en fait, bon, après, je pense qu'il y en a, je pense pas qu'ils soient morts tous les deux. mais bon, forcément, ils dansent plus. Mais ah ouais, c'est... Et t'as déjà essayé? Mais en fait, j'étais professeur de claquettes, en fait. Ah. Ouais, j'étais professeur de claquettes, ouais, aussi. Ouais. Bon, bah écoute, petite démonstration au nord quand même. On va pas se faire ça maintenant. Je suis content que tu... Voilà, je suis content que tu ne le demandes pas. Voilà. Je l'ai bien senti. On vous laissera en juger en tout cas. Tu vas essayer de te retransporter dans tes jeunes années. Ok. Tu vas transporter, dans les années peut-être 75 ou autour de là. Et si j'avais une baguette magique, et si là, comme ça, je te faisais repartir dans ces belles années, et si tu recroisais le petit Jean-Marc Anthony, qui a peut-être une dizaine d'années par là, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? C'est délicat, en fait. C'est délicat parce que je sais que je suis la personne que j'aurais aimé rencontrer à cette période-là. Mais d'un autre côté, si je suis cette personne, c'est parce que je ne l'ai pas rencontré et que je l'ai cherché quelque part et du coup, je le suis devenu. Et donc c'est compliqué en fait. C'est compliqué parce que j'ai presque peur de me dire que si je lui parle, mais il va devenir quelqu'un d'autre en fait. Mais la seule chose que je pourrais lui dire, c'est de tenir bon parce que ça va aller. Ben, c'est très bien. C'est un joli mot en tout cas pour finir, c'est vraiment très très bien. Jean-Marc, merci d'avoir accepté toute cette série de questions. Merci d'avoir accepté pour nos amis sur Franck Anime World. Et puis, j'allais dire, on va se retrouver de toute façon très très bientôt. Oui. Je sais que dans pas longtemps, d'ailleurs à la fin du mois, on est en concert ensemble. Ouais, ensemble. Donc on va se retrouver assez vite. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner. Vous laissez les petits pouces en l'air, vous laissez des commentaires, etc. etc. Et puis si vous avez même des questions dont vous avez envie de poser à Jean-Marc, faites-le à travers l'espace de commentaires. Et puis je me ferai un plaisir de lui faire le relais, il n'y aura aucun problème là-dessus. Okay. Jean-Marc, on se dit à très bientôt. À très bientôt. Oula, ça crie là-bas. Ouais. Ah, c'est les effusions de joie. Oui, mais c'est beau. Mais c'est beau. C'est magnifique. Allez les amis, on se dit à très très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.